Coucou tout le monde, c'est Aurélie. Je vous retrouve après une longue absence sur ma chaîne pour faire le book tag, même s'il l'a pas appelé comme ça, d'Adrien, de la chaîne Noire d'Adrien, une chaîne que j'ai découverte l'année dernière via Twitter notamment, enfin X, comme il faut l'appeler désormais. Et j'aime beaucoup le contenu que poste Adrien, j'aime beaucoup son humour, sa pointe d'accent, ses choix littéraires, bref, c'est une personnalité pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur. Donc ça m'a vraiment motivée à faire son tag ou sa liste de questions sur ma bibliothèque idéale. Donc c'est une liste de 20 questions, vous allez le voir, et ça me permet de renouer avec les débuts antédiluviens presque de ma chaîne. Quand j'étais très active sur la communauté Booktube anglo-saxonne notamment, on faisait énormément de tags à l'époque, et c'est un exercice que j'adore, même s'il me met toujours en difficulté. Donc vous allez voir que pour beaucoup de ces questions, je vais être obligée de tricher. Désolée Adrien, c'est très difficile de donner une seule réponse par question. Parfois, je vais en donner deux. Et puis, il faut savoir que, hormis pour certaines questions qui font vraiment appel à la nostalgie ou à notre parcours de lecteur, je pourrais très bien refaire ce tag demain et vous donner d'autres réponses parce qu'il y a plein de catégories pour lesquelles j'ai plusieurs réponses possibles. Voilà, puisque approchant de la cinquantaine, on a un passé littéraire qui devient chargé, et donc du coup, effectivement, on peut piocher dans notre expérience de lecture plein de réponses différentes, quoi. C'est fini pour l'introduction. Si vous entendez les travaux, je m'excuse, puisque ils sont en train de tout refaire dans ma résidence, hein, ils sont en train de tout retourner, donc forcément, les ouvriers, il faut bien qu'ils travaillent, donc ils font du bruit. C'est parti pour les 20 questions. Alors, question numéro 1, mon roman français préféré. Et alors, sans hésitation, il s'agit de Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo. Victor Hugo, c'est un auteur que j'adore, je pense que c'est mon auteur français préféré. Et Notre-Dame de Paris, c'est mon roman de Victor Hugo préféré. Il y a tout là-dedans, il y a l'amour, il y a les descriptions, il y a les aventures, il y a un villainous crush avec Claude Frollo, qui est un personnage absolument fascinant. Enfin bon, bref, il y a tout dans Notre-Dame de Paris. Le grotesque et le sublime, hein, qui se côtoient allègrement. La plume d'Hugo qui est juste... il y a des passages entiers qu'on peut lire à voix haute, hein, comme dans tous les romans de Victor Hugo, et c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, c'est un poète à la base, hein, un poète de prose, pas que, mais de prose, et là, c'est... Sans compter que, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'étais médiéviste, j'ai dû faire un changement de carrière, mais... Voilà, ma formation d'origine, c'est médiéviste. J'adore le Moyen-Âge depuis toute petite. Ça va certainement revenir dans le cours de ce tag. Et Notre-Dame de Paris contribue à mon amour pour le Moyen-Âge. Ça enrichit, nourrit mon imaginaire, cette espèce d'ambiance là, et puis évidemment cette déclaration d'amour à l'architecture gothique. On est en plein dans la période de la création des monuments historiques, de l'éveil des consciences sur la nécessité de restaurer, de préserver ce patrimoine. On est à l'émergence de la notion de patrimoine en France, avec des personnages comme Mérimée, comme Viollet-le-Duc, etc. Et c'est une lettre d'amour et aussi un appel à l'aide dans ce roman de Victor Hugo pour préserver le patrimoine médiéval de la France. Donc je ne peux qu'adhérer et adorer ce roman. Donc mon roman français préféré, Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Question numéro 2. Mon roman étranger préféré. Alors là, ça a été plus difficile parce qu'il y en a plusieurs. À différents moments de ma vie, j'ai aimé des romans étrangers différents. J'ai une passion quasi sans limite pour Gabriel García Márquez. J'adore Cent ans de solitude. Je sais que c'est un roman qui ne fait pas l'unanimité, en particulier chez Adrien, etc. Moi, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, qui est foisonnant. Bon, certes, le réalisme magique, c'est un de mes courants littéraires préférés. Et Cent ans de solitude, si j'ai un conseil à donner, c'est de monter un arbre généalogique au fur et à mesure qu'on lit.
pour s'y retrouver parce qu'ils ont tous le même nom, parce qu'il est question d'inceste. C'est un des thèmes majeurs de ce roman. L'inceste, l'isolement dans la jungle. C'est vraiment un roman sur Raqqa. C'est vraiment un roman d'Amérique du Sud. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut l'aborder. Donc Garcia Marquez est colombien et c'est pas du tout anodin dans sa littérature. Mais pour aujourd'hui, ce n'est pas 100 ans de solitude que j'ai choisi, c'est Jonathan Livingstone Le Goéland de Richard Bach ou Bach, je sais pas comment on dit. C'est un roman que j'ai découvert toute petite dans une édition différente, je crois que c'était chez Folio Junior. Et de tous les romans étrangers que j'ai lus, c'est sans doute celui que j'ai lu le plus souvent parce qu'on est à mi-chemin entre le conte et la philosophie. À des moments clés de mon existence, je l'ai relu et j'en ai tiré quelque chose de nouveau. C'est un livre que je revisite régulièrement, que je continuerai à revisiter dans le futur. Donc ouais. Jonathan Livingstone, Le Goéland, ou comment suivre ses rêves et ne pas hésiter à se dépasser. Ensuite, mon plus beau cadeau livresque, on va dire. Alors, il y en a plein parce que j'ai grandi dans une famille où tout le monde lisait beaucoup. Et j'ai été pourri gâtée, j'ai toujours reçu des cadeaux livres depuis que je suis toute petite. Donc, il y en a beaucoup. Du coup, j'ai choisi le dernier, un des plus récents, on va dire. Et ce sont les mémoires du général de Gaulle chez la Pléiade. Donc, c'est mon premier et mon seul, pour l'instant, ouvrage dans la collection La Pléiade. Et il m'a été offert à Noël par plusieurs membres de ma famille. Et j'ai pas encore lu ce livre, j'en meurs d'envie bien sûr. J'ai lu une biographie du général il y a pas très longtemps par Julian Stockman que je vous recommande. Ça va être intéressant de découvrir Charles de Gaulle à travers sa propre plume, sachant qu'il fait preuve d'une mauvaise foi sans borne dans certains épisodes de sa vie, qu'il a passé sous silence des épisodes moins glorieux mais qu'on va retrouver par exemple dans les mémoires de Winston Churchill. Et donc c'est toujours intéressant de croiser les mémoires de différents personnages. Et puis c'est vrai que j'ai grandi dans une famille gaulliste. Mon grand-père avait une admiration sans borne pour le général de Gaulle. Il lisait énormément de bouquins sur le général de Gaulle, les entretiens du général de Gaulle à Perfit, etc. Et c'est un personnage avec lequel j'ai pris mes distances très jeune dans l'adolescence parce que, en réaction à l'ambiance familiale, hein, on a tous fait notre crise d'adolescence, et que je redécouvre maintenant à l'âge mûr avec beaucoup d'intérêt. Donc voilà, mon plus beau cadeau livresque, en tout cas le plus récent, je dirais que ce sont ces mémoires dans la très belle édition de la Pléiade. Le livre qui m'a fait le plus peur. Alors, on va le voir un peu plus tard dans ce tag. J'ai lu énormément de livres qui m'ont foutu les toches, hein, comme on dit vulgairement. Mais là, j'ai choisi La chambre de Naomi de Daniel Listerman. Alors, c'est le pseudo d'un ancien membre du contre-espionnage spécialiste du monde musulman. Il a publié en France, enfin en tout cas, ça a été publié La chambre de Naomi sous le pseudonyme Jonathan Aycliffe. Donc, c'est le même auteur, hein. Et autant j'aimais beaucoup les romans policiers, espionnage de Daniel Listerman, je pense notamment au Nom de la bête, qui est excellent. Autant La chambre de Naomi est extrêmement malaisant, sa conclusion m'a laissé... Et des décennies après, j'y repense et juste ce livre, c'est pas possible. C'est pas possible. Il m'a fait peur. Pas dans le gore, mais vraiment dans le côté extrêmement dérangeant. C'est un livre que je ne vous recommande pas, sauf si vous avez le cœur bien accroché. Il était vendu, estampillé fantastique ou horreur. Je saurais pas le classer, mais non, c'est pas possible. Ensuite, ma biographie préférée. Alors là... j'ai un peu galéré parce que notamment dans le cadre de mes études et pour faire ma thèse, j'ai dû lire beaucoup de biographies de personnages historiques du Moyen-Âge notamment, puisque c'était ma spécialité, et il y a des auteurs comme ça qui me viennent. Alors Castello par exemple, je piquais les éditions Perrin en cuir relié de mon grand-père, j'en ai découvert plein. Castello c'est quelqu'un qui a une plume truculente, hein, vraiment. Spéciale mention à Jean Favier qui est un excellent auteur aussi
aussi d'histoire médiévale. J'ai énormément apprécié sa biographie sur Philippe le Bel. Il a fait un ouvrage qui n'est pas vraiment une biographie, mais sur la guerre de 100 ans, une synthèse qui est très très intéressante, mais aussi une plume assez agréable à lire. Mais pour cette catégorie, je choisirais le Charles VI de Françoise Autran. Ce qui a été une surprise pour moi quand j'ai lu ce livre, donc pour mes études, parce que Charles VI, c'est pas un roi que j'affectionne particulièrement, parce qu'il a quand même conduit la France à la ruine en plein milieu de la guerre de 100 ans. Je préfère Charles V, hein, son père, qui était un roi beaucoup plus fut-fut, hein, beaucoup plus un souverain vraiment dont on avait besoin à ce moment-là. Charles VI, mais beaucoup moins cher, même si les premières années de son règne personnel étaient très prometteuses, et puis après il a sombré dans la folie. Donc ça a vite dégénéré. Et donc Françoise Autran avait également écrit une biographie de Charles V, mais sa biographie de Charles VI est meilleure. Elle est vraiment super. Donc le Charles VI de Françoise Autran. Le livre qui m'a fait le plus pleurer. Alors là, je vais tricher. Il y en a deux qui sont dans des genres très différents et qui m'ont fait pleurer pour des raisons très différentes. C'est là que j'aime bien l'ambiguïté de certaines questions, dans la mesure où on peut pleurer pour des raisons très différentes. On peut pleurer parce qu'on est triste, on peut pleurer parce qu'on est ému, on peut pleurer de joie. Et donc là, j'ai deux romans très différents. Le premier, c'est Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Qui est donc estampillé, fantastique, anticipation, qui m'a fait chialer comme une madeleine, hein, il n'y a pas d'autre mot. C'est d'une tristesse. Les 100 dernières pages, c'est une horreur. Ma moitié l'a lu aussi, il a fallu la ramasser à la petite cuillère. Et c'est vraiment un très très beau roman d'anticipation, extrêmement touchant, et je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore lu. Je ne sais pas ce que vaut le film, par contre, on l'a pas vu. Et par choix, parce qu'on voulait pas perdre cette émotion brute, hein, viscérale qu'on avait éprouvée à la lecture du roman. Et dans un tout autre registre, je voulais vous recommander Gilead de Marilynne Robinson, qui a gagné le prix Pulitzer ou le Booker Prize aux États-Unis, je ne sais plus. Alors, je m'attendais pas du tout à aimer ce roman autant, en fait. C'est vraiment typiquement le genre de livre que j'ai lu parce que le booktube anglo-saxon était dithyrambique. Je me suis dit, bon, on va les regarder, quoi. C'est l'histoire d'un pasteur vieillissant aux États-Unis, dans les années 50, c'est pas très très clair, qui écrit une longue lettre à son fils. Donc, ce pasteur s'est marié sur le tard, son fils est très très jeune, et le pasteur sait très bien qu'il ne verra pas vraiment grandir cet enfant. Du coup, il va lui écrire une longue lettre qui est un peu à la fois une autobiographie ou slash des mémoires, et en même temps un condensé de son expérience de vie en tant qu'homme, en tant que pasteur. Et bon, moi je suis athée et je me suis dit bon, ça va sans doute pas trop m'attirer, quoi, ça va sans doute pas me parler. Et en fait c'est un livre bouleversant. C'est un cri d'amour d'un homme extrêmement digne, d'un homme résigné. Et je saurais pas vous dire, j'ai ressenti de la tristesse, de la nostalgie à cette lecture, mais en même temps un élan d'amour pour cet homme, un élan d'amour pour cet enfant à qui il écrit, alors que cet enfant on le devine en filigrane, hein, c'est un roman à la première personne, on ne croise pas l'enfant en question. Je saurais pas vous expliquer l'émotion incroyable que j'ai ressentie à la lecture de Gilead, et du coup ça m'a donné envie de découvrir le reste des œuvres de Marilynne Robinson, notamment qui se passent toutes dans la ville de Gilead, où on va recroiser le personnage du pasteur, si j'ai bien compris. Donc je vais tous me les refaire dans l'ordre chronologique. Celui-ci n'est pas le premier de la série. Et bon, en plus, aux éditions Actes Sud, enfin moi je suis très sensible à la qualité du papier, la qualité, la netteté des polices de caractère, etc. Enfin, il y a rien à jeter, c'est un chef-d'œuvre, et j'ai énormément pleuré, d'émotions mixtes. Enfin, ça a été bouleversant comme lecture, je vous la recommande. Le livre que j'ai détesté, alors il y en a plein que j'ai détesté, parce que bah forcément, moi je suis une lectrice très investie. Je vais pleurer facilement, je vais rire facilement, je vais vibrer facilement, je vais m'énerver très très facilement. Donc il y a pas mal de lectures comme ça qui c'était pas possible. Mais je dirais que ces dernières années, la lecture qui m'a le plus énervée, c'est... alors j'espère que je vais pas écorcher son nom parce que c'est une américaine d'origine
coréenne, je crois, Anya Yanagihara, donc qui a écrit A Little Life. Moi, je l'avais lu en VO, hein, Une vie comme les autres en français. J'ai tenu 150 pages et après j'ai jeté le livre, enfin je l'ai jeté. Je l'ai mis dans une boîte à livres ou je l'ai donné ou je ne sais plus ce que j'ai fait, mais c'était pas possible. C'est-à-dire que c'est du torture porn. À ce stade de malheur qu'enchaîne le personnage principal, c'est du torture porn. Le cercle d'amis de ce personnage principal, ils sont d'une lâcheté, d'une petitesse, d'une médiocrité, enfin il y a personne à sauver là-dedans, quoi. C'est invraisemblable, c'est mal écrit, et là c'est pas la traduction puisque je l'ai lu en VO, hein, donc c'est mal écrit. À l'évidence, cette femme ne connaît pas le monde homosexuel masculin du tout. C'est bourré de clichés sur la scène gay new-yorkaise. Enfin, c'est insupportable. Ce livre est insupportable et il est très clivant. C'est-à-dire que vous avez des gens qui adorent ce livre, qui ne jurent que par ce livre. Et j'en ai vu beaucoup sur BookTube. C'est ce qui m'avait poussé à le lire. Et il y en a d'autres qui, comme moi, crient à l'imposture, non, je veux bien qu'on nous raconte des choses d'une tristesse sans nom, des choses dures, hein, bien sûr. À mon âge, il m'est arrivé de lire des choses très très dures. Encore faut-il que ça ait un sens. Encore faut-il que ce ne soit pas du voyeurisme pur et dur avec rien derrière. Donc là, non, pour moi, une vie comme les autres, en français, il n'y a rien à sauver, c'est juste pas possible. Ce livre m'a profondément révoltée et énervée. Non. Ma pièce de théâtre préférée. Ça a été un calvaire, Adrien, je tiens à le dire, ça a été un calvaire de répondre à cette question parce que j'adore le théâtre, j'adore lire du théâtre, j'adore regarder des représentations de théâtre et à l'époque où je faisais partie du groupe de théâtre de mon lycée, j'aimais bien faire du théâtre. Donc, se réduire à une seule pièce, ça a été au-dessus de mes forces, je suis désolée. J'ai sélectionné une pièce francophone et une pièce anglophone parce que je ne pouvais pas ne pas choisir Shakespeare. Je ne pouvais pas faire l'impasse sur Shakespeare, donc ma pièce étrangère préférée c'est Henri V de Shakespeare, donc une de ses pièces historiques. Rien que pour le monologue du roi Henri V à la veille de la bataille d'Azincourt, c'est une merveille de bout en bout. Moi j'ai tendance à préférer les pièces historiques de Shakespeare à ses pièces romantiques ou à ses comédies. Et Henri V, pour moi, il est au top. Richard III n'est pas loin derrière, mais Henri V, je ne m'en lasse pas de l'avoir monté sur scène, de voir les interprétations, enfin les adaptations au cinéma, celle de Kenneth Branagh et de toute beauté. Et puis à lire, c'est une merveille, quoi. Vraiment, donc voilà, Henri V. Et puis pour les pièces francophones, ça me fait mal au cœur de le dire, mais j'ai laissé de côté Racine, j'ai laissé de côté Molière, Corneille ou Jean Anouilh. J'ai été obligée de prendre Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, parce que la truculence de la langue française, je pense qu'on est au top. On est vraiment au top. J'adore le théâtre classique, j'aime le théâtre romantique, j'aime Victor Hugo, j'aime quasiment tout ce qu'il a fait, et notamment ses pièces de théâtre. Effectivement, on se souvient de la bataille d'Hernani, où il atomise complètement les codes du théâtre classique. Pour notre plus grand bonheur, non, Cyrano, on en lit des passages entiers à voix haute, c'est là que vous sentez la langue, la beauté de la langue, vous avez les sons qui vous roulent sur la langue, c'est un bonheur sans nom, donc non, ouais, Cyrano de Bergerac, que je recommande si vous faites partie de la minorité qui ne l'a pas encore lu ou vu, ne serait-ce que vu le film avec Gérard Depardieu, même s'il fait surtout du Gérard Depardieu dans ce film, mais oui, Moufette se manifeste, elle est d'accord avec moi. Mais voilà, Cyrano, c'est un indispensable dans le théâtre français. Alors, question numéro 9, mon recueil de poèmes préféré. Alors là, c'est l'inverse des pièces de théâtre, je n'ai eu aucune difficulté à choisir, hein. Je suis partie sur les Fleurs du Mal de Baudelaire, parce que la poésie, et c'est paradoxal pour quelqu'un qui aime lire à haute voix et qui aime quand la langue roule comme ça sur les mots, et on a une langue tellement magnifique, tellement nuancée, enfin bon bref quoi. Mais j'aime pas la poésie, j'ai vraiment du mal à entrer dans la poésie. Oui, ma puce. Par contre, les Fleurs du Mal de Baudelaire m'ont accompagnée pendant toute mon adolescence. D'ailleurs, c'est la vieille édition qui ne m'a pas quittée.
C'était sur ma table de chevet pendant toute mon adolescence. C'est quand même la période où on explore sa part d'ombre, où Je t'aime mélancolie, hein, c'est l'époque où je lisais, où j'écoutais Mylène Farmer en boucle, et c'est pas pour rien qu'elle a adapté l'horloge en chanson. Il y a quand même une communion d'esprit entre ces univers, Edgar Allan Poe, machin, enfin voilà. Donc c'est la période où on explore sa part d'ombre, où le mal-être c'est quelque chose, soit que l'on fuit, soit que l'on creuse, limite qu'on entretient quelque part. C'est l'esquisse de souffrance, hein, voilà, c'est et les fleurs du mal, ça rentre complètement là-dedans. Et j'ai eu la chance de tomber dessus, en plus, au bac de français à l'oral. Vraiment. Les fesses bordées de ramen, comme on dit. Donc, ouais, les fleurs du mal de Baudelaire, c'était le seul choix possible en ce qui me concerne. 10e question, le livre qui m'a fait le plus rire. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai les émotions faciles, je m'investis énormément dans mes lectures. Et je ris beaucoup aussi, hein, quand il m'arrive de tomber sur une perle, une pépite, je ris beaucoup. Donc je voudrais citer 2 romans, mais il y en a des tas, il y en a plein. Le premier, c'est Zazie dans le métro de Queneau. Donc moi j'ai grandi dans une famille de titis parisiens où on parlait énormément l'argot, on disait des gros mots, etc. Et Queneau, c'est un concentré de tout ça. Et donc dès la première page de Zazie dans le métro, je n'en pouvais plus, j'étais pétée de rire, mais à avoir la honte dans les transports en commun, tellement je ne pouvais pas me contenir, c'était irrépressible. La langue, le cocasse des situations, enfin j'en pouvais plus quoi, c'était génial. Donc Zazie dans le métro, ce serait mon premier choix. Et dans mes lectures récentes et même courantes, vous avez les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Donc ça, c'est une découverte récente que j'ai faite avec des amis, et notamment son cycle consacré au guet d'Ankh-Morpork, le guet alias la 7e compagnie. C'est un ramassis de branquignoles. Donc là, vous avez Va en guerre, qui est le 4e tome consacré au cycle du guet. Et c'est vraiment un humour britannique, hein, c'est un humour absurde auquel je suis très sensible. Et je me tape des barres de rire en le lisant en français. Vraiment, chapeau au traducteur Jean Coulon, je crois il s'appelle. Il a remporté des prix pour ses traductions de Pratchett. Non, Patrick Couton. Ah non, Jean Coulon, je sais pas qui est Jean Coulon. Patrick Couton, voilà. La traduction est vraiment vraiment top. Donc, si vous avez envie de vous taper des barres de rire dans un cycle de fantaisie agrémenté de commentaires sociaux et politiques, sans que ce soit jamais lourd, parce qu'encore une fois, on est sur un humour absurde avec une bande de bolos. Le cycle du guet de Pratchett dans les Annales du Disque Monde, c'est du caviar. Alors, question numéro 11. Le livre qui m'a fait le plus lire. Alors, j'ai galéré, Adrien, sur cette question. Elle est super intéressante. Mais là encore, il y avait plusieurs réponses possibles. Ça aurait pu être un livre classique que j'ai découvert gamine et qui m'en a fait lire énormément d'autres. Ça peut encore aujourd'hui être Jean d'Ormesson par exemple, parce que vous ouvrez quasiment n'importe quel bouquin de Jean d'Ormesson et avec sa culture de normalien, écoutez, il vous éblouit, vous donne envie de ressortir l'Iliade, l'Odyssée, Montaigne, Saint-Augustin, pardon, c'est du caviar. Mais pour cette question, finalement, j'ai choisi ça, de Stephen King. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le choisissent pour d'autres catégories, le livre qui vous a fait le plus peur. Oui, ça m'a fait très très peur. C'est le premier Stephen King que j'ai lu. J'avais 12-13 ans, c'est une copine de collège qui me l'avait recommandé. Et je l'ai lu, ma mère m'a acheté les romans à l'époque, c'était coupé en 3 bouquins aux éditions J'ai lu, je crois, dans la catégorie épouvante. Ma mère, manifestement, n'a pas fait attention à ce que je lisais, sinon elle avait dit niette, quoi. Et ce roman m'a terrifiée parce que j'avais l'âge des protagonistes. Vous savez que ça, c'est sur 2 timelines. Vous avez qui sont entremêlés dans la narration, ce qui donne un effet très très intéressant.
Donc vous avez le moment où les héros sont gamins, ils ont 12-13 ans, ils combattent la créature, et puis ils reviennent 27 ou 28 ans après, parce que la créature n'a pas été terrassée la première fois, et ce coup-ci, ils décident de l'achever, quoi. Et moi j'avais l'âge des gosses, hein, des personnages dans la première timeline, et donc du coup je me suis énormément identifiée aux gamins. Alors c'était encore plus terrifiant, au-delà du fait que le contenu en lui-même fait flipper, ça résonnait avec mes peurs enfantines, hein. D'ailleurs j'ai toujours autant peur des clowns, j'avais déjà peur des clowns à l'époque, ça m'a pas réconciliée, et encore aujourd'hui les clowns, les automates, les poupées, c'est... Non, c'était l'époque où en plus je regardais des films d'horreur avec mon père, donc Poltergeist je l'ai vu trop tôt, L'Exorciste je l'ai vu dans ces années-là, donc je pense que ça a pas aidé. Et encore une fois, l'adolescence, c'est le moment où on commence à explorer sa part d'ombre. Et donc du coup, ça m'a donné envie de lire énormément de romans d'épouvante et d'horreur. Et j'en ai lu des douzaines et des douzaines entre l'âge de 13 et 20 ans, on va dire. J'en lis encore, hein, mais je les digère beaucoup moins bien, hein, l'âge aidant. On perd peut-être aussi l'inconscience de la jeunesse. Il y a des choses qu'on gérait à peu près étant gosse, qu'on croyait gérer, et puis à l'âge adulte... c'est pas possible, ça passe pas du tout, quoi. Et donc j'ai lu énormément de Stephen King, j'ai lu quasiment tout ce qu'il a écrit. J'ai lu des Dean Koontz, Graham Masterton, Matheson, James Herbert, enfin bon, je vous dis des douzaines et des douzaines de romans d'horreur, d'épouvante, terreur, il y avait toutes ces collections, j'ai lu chez Pocket à l'époque, enfin voilà quoi, ils ont fait leur beurre avec mon argent de poche et puis l'argent de mes proches, j'avais des cadeaux régulièrement, encore une fois, j'ai pas subi de censure au niveau de mes lectures étant gamine, hein, donc je laisse ça à votre appréciation, mais toujours est-il que ça, de Stephen King, ça a été une grosse claque, et ça a ouvert tout un pan de mon expérience de lectrice, pour le bien et le moins bien, pour le pire et le meilleur, mais voilà, c'est ma réponse pour cette question. Mon roman historique préféré. Alors j'ai vu dans certaines vidéos réponses à celle d'Adrien qu'il y avait des gens qui galéraient pour trouver une réponse, qui raclaient les fonds de tiroir. Moi c'est un genre que j'aime beaucoup. Typiquement c'est un héritage des lectures de ma mère et de ma grand-mère, qui sont très branchés romans historiques. Donc j'en ai lu plein. Choisir, ça a été difficile. J'ai vu avec plaisir que certains lecteurs, dans leurs vidéos réponses, mentionnaient Jeanne Bourrin. Oui, Jeanne Bourrin a été prépondérante dans mes lectures de romans historiques. Elle fait partie de tous ces auteurs qui m'ont encore plus fait aimer le Moyen-Âge, et dont je suis obligée de mentionner non pas La Chambre des Dames, non pas Les Pérégrines, mais Très sage Héloïse, qui n'est pas son ouvrage le plus conséquent, qui a été une claque monumentale pour moi. C'est une histoire d'amour de légende, hein, bien sûr, et avec la plume de Jeanne Bourrin, c'est une histoire d'amour qui m'a bouleversée. C'est un des plus beaux romans historiques que j'ai pu lire, mon préféré de Jeanne Bourrin, ce qui vraiment veut dire quelque chose, hein. On est tout là-haut dans la stratosphère, hein, en ce qui me concerne. Très sage Héloïse, en plus il est pas très long si vous voulez découvrir Jeanne Bourrin et vous prendre une grosse claque. Alors faut être romantique, hein, bien sûr. Voilà. Mais je voulais mentionner également Gilbert Sinoué, et notamment son livre de Saphir. Gilbert Sinoué, donc auteur francophone, qui a fait énormément de romans historiques, L'Égyptienne et sa suite, La fille du Nil, La pourpre et l'olivier, et moi j'ai adoré le livre de Saphir, qui se passe donc dans l'Espagne de la Reconquista, donc au XVe siècle. Vous avez, alors ça commence comme une mauvaise blague, vous avez un rabbin, un prêtre franciscain et un musulman qui enquête sur ce livre de Saphir, qui est censé détenir la réponse ultime, savoir quel est le vrai Dieu, quel est le vrai prophète et quelle est la vraie religion du livre. Donc le fait que l'on ait un chrétien, un juif et un musulman qui se lancent dans cette quête éperdue, c'est vraiment une course, une chasse au trésor un peu à la Da Vinci Code, mais un cran au-dessus, on va dire, très érudite, par certains aspects, il rappelle Umberto Eco, que j'aime bien aussi, hein, en moins savant, en moins
prétentieux, on va dire, plus digeste, mais ça reste que d'un très très haut niveau historique. Et là, je peux vous parler en connaissance de cause. Et je l'adore. Pour vous dire, ce livre, je l'ai acheté, je l'ai lu, je l'ai adoré. Je l'ai offert à plein de gens. Et un jour, j'ai fait la queue pendant des heures pour rencontrer l'auteur et avoir cette dédicace, donc le livre de Saphir de Gilbert Sinoué. Je vous invite à découvrir tout Gilbert Sinoué, même si je mettrai un bémol sur son Avicenne, que j'ai trouvé gratuitement racoleur. Il y a des choses qui m'ont vraiment pas plu dans certains partis pris dans Avicenne. Je dirais que celui-là est un peu en deçà des autres. Mais alors, le livre de Saphir, l'Égyptienne, allez-y quoi, foncez. L'Enfant de Bruges est très sympa aussi. Le premier livre qui m'a fait aimer lire, je suis dans l'incapacité totale d'en isoler un, parce que, comme je l'ai dit, je viens d'une famille où on lit beaucoup, et on m'a fait lire très très jeune, on m'a lu des histoires très très jeunes, et je serais infichue d'en isoler un. Donc là, désolée, c'est la panne sèche sur cette question. Mon premier choc avec un classique. Alors, là, je me suis creusé les méninges, mais finalement, j'ai réussi à trouver une réponse. Donc, je pense que c'est probablement un Jules Verne, parce que j'adore Jules Verne. D'ailleurs, je suis en train de lire du Jules Verne. Je redécouvre cet auteur qui a été un petit peu passé sous silence à un moment donné, parce que c'est vrai que il est un petit peu ancien, il y a des choses qui nous paraissent extrêmement réactionnaires aujourd'hui, hein, et dans sa plume, parfois, c'est pas évident pour un lecteur contemporain, mais je pense quand même qu'il faut pas faire l'impasse sur Jules Verne quand on a des enfants, qu'on ait un enfant ou un adolescent, même si la langue est un peu difficile. Et c'est là que j'aurais peut-être un conseil à donner, c'est d'offrir des romans abrégés, des textes abrégés pour les enfants. Je sais que moi, c'est par ce biais que j'ai découvert énormément de classiques, que j'ai lu ensuite à l'adolescence en version intégrale, en texte intégral. Et alors, notamment, moi, quand j'étais gamine, nous avions les éditions Tournesol. Alors là, c'est pas un Jules Verne, hein, j'en ai plus des Jules Verne dans les éditions Tournesol, je les ai tous offerts. Il me reste La fille du capitaine de Pouchkine, qui est très sympa aussi à lire, hein. Voilà, dans ces éditions Tournesol, cartonnées, j'en ai plein, j'en avais plein à l'époque, j'en ai lu énormément, des dizaines et des dizaines. Et je pense que c'est Jules Verne, donc dans ces éditions-là, je devais avoir 7-8 ans, hein, donc assez jeune quand même. Hein. Et celui que j'ai préféré, et qui est encore mon préféré à ce jour, peut-être qu'il sera détrôné un jour, parce que je suis loin d'avoir lu tout Jules Verne, mais mon préféré, c'est sans conteste Voyage au centre de la Terre, que je vous recommande chaudement si vous ne l'avez pas encore lu, quel que soit votre âge, hein, d'ailleurs. Ma BD ou mon manga préféré. Alors, là, Adrien, je suis désolée, tu vas lever les yeux au ciel, mais j'ai encore triché. Désolée. Mais ce sont des supports que j'ai toujours énormément lus. Il y a toujours eu des BD à la maison. Je me suis mise au manga très très jeune, puisque je suis la génération Club Dorothée, étant née dans la fin des années 70. Et donc j'ai lu des mangas très très tôt, au début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, je traînais avec plein de potes qui travaillaient aux éditions Tonkam à l'époque. On allait à la boutique rue Keller, hein, voilà, les Dru Rollin, etc. C'était le quartier des amoureux du manga. On se les passait un peu sous le manteau, il n'y avait pas l'offre qu'on connaît aujourd'hui, hein, bien sûr. La Japan Expo, c'était dans une toute petite école de design à la porte de Choisy. Enfin, ça n'a rien à voir avec le salon des expositions de Villepinte aujourd'hui. Hein. Je vous parle de ça d'un temps il y a 25-30 ans. Donc, rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Et je ne peux pas dissocier les deux, c'est-à-dire que ce sont deux supports identiques, mais l'esprit entre la BD franco-belge et le manga, c'est très différent, ce sont deux mondes différents pour moi. Les comics, c'est pas du tout mon truc, contrairement à ma femme, hein, qui adore les comics, Marvel, DC, il y en a des tonnes à la maison, des tonnes et des tonnes. Donc ma BD préférée, il a fallu choisir, hein, donc c'est un vrai crève-cœur. Et finalement, je vais partir sur Calvin et Hobbes de Bill Watterson. Parce que des années après, ça me fait toujours autant rire, pleurer de rire, cette espèce d'humour british, absurde, déjanté, ce gamin à moitié psycho, avec son tigre en peluche à qui il arrive les trucs les plus invraisemblables. Bon. J'aime cette approche de la façon dont un enfant va explorer son monde imaginaire.
et se construire par ce biais. C'est vraiment voilà, Calvin et Hobbes, j'adore. Et pour ce qui est du manga, alors là pareil, ça a été un vrai crève-cœur parce que j'ai consommé du shonen, du shoujo, du seinen un peu plus tard. Il y a des titres de seinen que j'aime beaucoup comme Blame, qui est essentiellement du visual storytelling, hein, il y a quasiment pas de dialogue et pourtant c'est une claque son nom. Et finalement je suis partie sur un shoujo, réincarnation Please Save My Earth de, alors que j'écorche pas son nom, c'est Saki Hiwatari. Donc une autrice de manga que j'aime beaucoup. Voilà, Please Save My Earth, ça a été une claque. En plus, l'animé et les OAV étaient superbes, même s'ils ne couvraient pas tout le manga en fait, hein, pareil, édition Tonkam à l'époque, on se les passait sous le manteau, on se les offrait, enfin ça a été quelque chose. J'aurais pu partir sur Kenshin le Vagabond aussi, que j'aime beaucoup dans la catégorie shonen, mais non, Please Save My Earth, moi Mokuren et Cheyenne, c'était mon couple star quoi. Alors, question numéro 16. La lecture qui m'a rendue folle. Alors pareil, hein, c'est une question qu'on peut interpréter de différentes façons. Moi, je suis partie sur vraiment, alors pas la lecture qui m'a le plus hypée ou que j'ai le plus partagé en disant si, il faut que tu lises ça. Voilà, où j'ai harcelé mon entourage pour qu'ils lisent le livre, etc. Je suis vraiment partie sur la lecture qui m'a vexée. Alors j'explique. Je fais partie de ces rares personnes, j'ai l'impression, arrêtez-moi si je me trompe, mais je fais partie de ces rares personnes qui ont quasiment toujours apprécié les lectures obligatoires à l'école. Que ce soit en français, en histoire, en philosophie, etc. Et les rares fois où ce n'a pas été le cas, je l'ai super mal vécu, j'étais vraiment piquée dans mon orgueil. Et je crois que ce qui m'a le plus vexée, c'était en seconde, en français, quand on a dû lire le Rouge et le Noir de Stendhal. J'ai détesté ce roman. J'ai détesté Julien Sorel. J'ai détesté Madame de Rênal et Mathilde. J'avais envie de les claquer, les tarter. Et ils étaient tous antipathiques. Et c'était encore, je pense, l'époque où je faisais montre d'une certaine immaturité en tant que lectrice. Il fallait absolument que je m'identifie à un personnage pour apprécier ma lecture. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais en seconde, alors à l'âge de 14-15 ans, hein, c'était encore le cas. Et donc du coup là-dedans, il n'y avait pas moyen de m'identifier à qui que ce soit. C'était pas possible. J'ai détesté ce roman. Et j'avais des camarades de classe qui ne lisaient pas, contrairement à moi, ou très peu, qui détestaient les lectures imposées et qui avaient adoré ce roman. Et ça m'a vexée, mais ça m'a vexée comme un pou. Et ça m'a rendu dingue, quoi. Cette espèce de frustration, d'orgueil piqué, etc. Ça m'a vraiment rendu dingue. Et le Rouge et le Noir, ça fait partie de ces lectures que j'ai redécouvertes, à qui j'ai redonné une chance à l'âge adulte et que j'ai beaucoup plus apprécié la deuxième fois parce qu'une lecture, finalement, un livre, c'est une rencontre. Et des fois, le timing n'est pas bon. Le timing n'est pas bon, on n'est pas prêt, c'est pas la lecture au bon moment et donc du coup, on passe à côté. Pour de multiples raisons. Et en revisitant le Rouge et le Noir, ça m'a fait le coup avec Madame Bovary aussi, j'ai pris une claque. Quelle merveille ce livre, quelle beauté ce livre. Je trouve toujours Julien Sorel à tarter, hein, je peux toujours pas le supporter, mais je suis vraiment rentrée dedans cette fois-ci, genre un quart de siècle après, hein, donc voilà. Mais ce serait ma réponse, le Rouge et le Noir de Stendhal. On a vraiment, la première impression a vraiment été désastreuse, quoi. Question 17, le livre qui m'a énervée, alors ça pourrait se recouper avec ce que je viens de dire, mais là j'ai choisi Mort à crédit de Céline, parce que ça m'a énervée mais pas pour les mêmes raisons. J'avais adoré, où est-il? Il est là. J'avais adoré Voyage au bout de la nuit de Céline, je l'ai dévoré. J'ai trouvé que la plume était super, le personnage principal m'a embarqué dans son espèce de descente aux enfers et son regard sur le petit peuple, on est dans la médiocrité, on est dans la crasse. D'un certain côté, ça m'a fait penser aussi à mon origine familiale, puisque mes grands-parents ont grandi à Saint-Ouen, vraiment dans la zone, hein, dans ce qui est devenu les puces, etc. Ils ont vraiment connu les fortifs, hein, comme on disait, voilà. Vous avez dit Mitchell qui parle des fortifs de Belleville, ou même Daniel Pénac, hein, dans son cycle Malocène, qui mentionne les fortifs de Belleville. Bon, moi c'était les fortifs de Saint-Ouen, la porte de Clignancourt, ça m'a suivi toute ma vie, et
j'aimais qu'on les aperçoive à travers Voyage au bout de la nuit. Et donc du coup, quand il a fallu lire Mort à crédit, j'avais des attentes quand même assez élevées. Et je me suis fait chier, excusez-moi l'expression. J'ai trouvé que c'était gratuitement vulgaire. Alors pour que moi, ça me hérisse le poil, parce que j'ai quand même un langage assez fleuri, on va dire, assez vert. Non. Mort à crédit, j'ai pas pu le finir, ça m'a gonflé, j'étais déçue, du coup ça m'a énervée. Je me suis dit, mais Céline, il se fout de moi en fait, il m'a vendu du rêve dans son premier roman, et là je lis Mort à crédit, qui est son deuxième roman le plus connu, le plus lu, etc. Et il m'a laissé tomber, quoi, il m'a déçue comme c'est pas permis, donc ouais, Mort à crédit. Question 18, le livre que j'espère lire prochainement. Alors là, pareil, hein, ça pourrait être tout et n'importe quoi. L'essentiel de nos bibliothèques, c'est une pile à lire en fait, hein, pour moi et ma femme. Et je suis une lectrice d'humeur, c'est-à-dire que je vais avoir envie de lire un livre et une heure après, ah maintenant finalement je préférais lire celui-là. Donc ça peut poser certains problèmes. Mais au moment où j'ai préparé ce tag, je me suis arrêtée sur Boualem Sansal, 2084. J'ai plusieurs autres romans de cet auteur que j'ai très envie de lire. Je ne connais pas la plume de Boualem Sansal, mais je suis très investie sur les réseaux pour sa libération. Je pense que ça fait partie des moments dans notre vie où il faut vraiment qu'on ouvre notre gueule avec les moyens qu'on a pour défendre nos idées, défendre la liberté d'expression, défendre la liberté tout court. Et donc voilà, Boualem Sansal, j'ai très envie de découvrir cet auteur, déjà parce qu'on m'en a dit le plus grand bien d'un point de vue littéraire, et puis d'un point de vue politique et éthique, je suis très engagée dans sa cause. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai très envie de lire Boualem Sansal. Question 19. Le livre qui mériterait d'être plus connu. Alors il y en a plein, hein, bien sûr, il y en a plein. C'était plus confortable pour moi de partir sur un auteur classique, parce que finalement il y a des auteurs classiques qu'on connaît très bien pour une poignée de livres et dont on néglige assez injustement le reste de l'œuvre. Et dans ce cadre, j'aimerais vous parler de Walter Scott, Sir Walter Scott, qu'on connaît pour Ivanhoe, etc., Rob Roy, Waverley, éventuellement. Et moi j'aimerais vous parler du Cœur du Midlothian, qui est un pavé. Je peux comprendre qu'il refroidisse certains lecteurs, mais pour moi ça a été une claque monumentale. Quel chef-d'œuvre. Enfin, je crois qu'à part Ivanhoe que j'avais découvert toute petite, pareil dans les éditions abrégées Tournesol, et que j'ai relu évidemment en intégrale depuis. C'est mon roman préféré de Walter Scott, qui est un de mes auteurs préférés, donc c'est dire. Le Cœur du Midlothian vous plonge donc dans cette ancienne prison qui se trouvait vraiment sur le parvis de la cathédrale d'Édimbourg, qui a été détruite depuis. Vous avez juste une plaque avec un cœur qui en marque l'emplacement aujourd'hui dans la vieille ville d'Édimbourg. Quelle claque, quelle merveille ce roman. Ne vous laissez pas freiner par le fait que ce soit un pavé ou une brique, hein. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Et on n'en parle pas assez. Et je trouve que c'est dommage, parce que on passe à côté d'un aspect un peu plus méconnu de la plume de Walter Scott. Ça se passe toujours en Écosse. C'est toujours une lettre d'amour à sa région d'origine, à la littérature écossaise, à l'histoire écossaise, au peuple écossais, dans tout ce qu'il a de plus beau et de plus laid, hein, parce qu'encore une fois, on est dans une prison, donc on va pas forcément côtoyer la crème de la crème, quoi. Mais je trouve que c'est dommage de passer à côté de Walter Scott, notamment de ce roman, et de porter au nu quelqu'un comme Dickens, avec qui j'ai beaucoup plus de mal. Alors que, typiquement sur ce genre de livre, ils sont sur le même fond de commerce, on va dire. Donc voilà, Le Cœur du Midlothian, allez-y, c'est un chef-d'œuvre. Et enfin, le livre recommandé par ma moitié. Alors elle m'en a recommandé plein, certains plus durs à encaisser que d'autres, et je voulais pas finir sur une note un peu trop glauque. Donc finalement j'ai changé mon fusil d'épaule et je reviens, je boucle la boucle avec Victor Hugo. On a commencé avec lui, on ferme avec lui. Les Misérables de Victor Hugo. Donc ça c'est son édition chouchou, hein, voilà. Les anciens, c'est quoi ça? C'est le livre de poche. Oui, c'est ça. Les anciennes éditions, le livre de poche, donc plus bas que les nouveaux,
en 3 tomes. Peut-être maintenant ils le font en 2 tomes, je ne sais pas. Tout délavé, effacé par le soleil. Je suis au milieu des Misérables depuis plus de 8 ans. Puisque j'ai dû arrêter de lire en plein milieu du livre de Marius au moment où il a fallu préparer notre mariage, donc j'avais beaucoup de choses à faire, d'un point de vue administratif, etc. Et je me suis jamais replongée dedans. Je sais, c'est un scandale, mais je finirai Les Misérables un jour. Pareil, la beauté de la langue, ça roule dans la tête et ça roule en bouche quand on lit à voix haute. Le moindre truc est d'une beauté. Dans le premier tome, vous avez la description, même pas d'un personnage secondaire, d'une ombre qui passe comme ça, presque en coulisses. La sœur de l'évêque de Gap, qui va être le premier personnage à tendre la main à Jean Valjean quand il a enfin purgé sa peine et qu'il quitte le bagne. Et cette description, à un moment donné, il l'a décrit comme un ange descendu sur terre, mais tout le paragraphe est d'une beauté, alors qu'encore une fois, c'est même pas un personnage secondaire ou tertiaire, c'est un extra, c'est un figurant dans le fond, quoi, cette femme. Et tout est comme ça. Tout est comme ça. Victor, qu'est-ce que tu nous as fait, Victor? C'est pas possible d'écrire des chefs-d'œuvre pareils. Et je l'ai même pas fini, je suis vraiment une grêle, quoi. Donc, ouais, voilà, je dirais Les Misérables de Victor Hugo. Ma femme l'a adoré. Quand elle en parle, c'est toujours avec émotion, alors que c'est quelqu'un qui va se livrer beaucoup moins que moi, qui va être beaucoup moins expressive dans les émotions ressenties. Donc pour vous dire, si elle a chialé comme une madeleine sur les fleurs pour Algernon, c'est que vraiment on est sur du très 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 lourd. Et faut pas lui parler de la mort de Gavroche, quoi. Vous n'en parlerez pas, hein. La mort de Gavroche, ça a l'air... Bien sûr, j'ai vu une palanquée d'adaptations des Misérables. Je n'ai pas vu la comédie musicale parce que j'aime pas les comédies musicales. J'ai beaucoup aimé la version avec Lino Ventura dans le rôle de Jean Valjean. La version avec Jean Gabin est pas mal aussi. Bon, déjà c'est Jean Gabin, quoi. Mais rien ne vaut le roman. Avec la plume de Victor Hugo, rien ne vaut le roman. Donc voilà, on va finir avec Victor, mon bien-aimé Victor. Et je sais qu'Adrien l'adore aussi. Et comment ne pas l'aimer? Bon voilà, je sais que ça a été très long parce que forcément je suis intarissable et en plus je triche puisque pour beaucoup de ces questions, je vous ai balancé 2-3 références, j'ai essayé de façon plus ou moins furtive d'en balancer encore plus. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à répondre en commentaire. Je vous invite à faire ce tag, soit en commentaire, à répondre à ces questions, soit si vous avez une chaîne YouTube, si vous êtes actif sur les réseaux, etc., à répondre sans oublier bien sûr de mentionner Adrien et de le taguer pour qu'il voit un petit peu ce qu'est devenu son bébé et comment chacun et chacune s'approprie les questions qu'il a lancées comme ça. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à faire ce tag. Je prends énormément de plaisir à regarder les réponses des autres. Des fois je fais ma to-do list, des fois je suis d'accord, des fois je suis pas d'accord. Et c'est toute la beauté de ce genre d'exercice. C'est toute la beauté aussi des réseaux qui nous permettent d'échanger sur nos lectures, parce que la lecture c'est fait pour être partagé, pour nous inspirer, pour inspirer les autres, si on en a la possibilité. Donc lisez, partagez, intervenez, faites-vous plaisir. Et puis moi, d'ici la prochaine vidéo, d'ici à lire vos commentaires, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Mouah.